la possibilité d'interagir avec nous par le biais du fil de discussion, du chat. Nous sommes ici plusieurs à pouvoir vous répondre. Je suis aussi là donc en présence de avec Philippe Caillon, Christelle Humski, Gauthier Moreau, qui pourra répondre à vos questions aussi par le chat, Florence Mercier, qui s'occupera plutôt des aspects techniques. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Vous serez aussi invités à participer à 2 sondages au cours de ce webinaire. Voilà, c'est le temps en fait de réponse. Voilà, donc tout va bien. Donc bienvenue encore une fois. Nous sommes au 3e webinaire du CIDELA, qui est consacré aujourd'hui à l'éolien terrestre, au projet éolien. Et je vais inviter Philippe Caillon, qui est vice-président du CIDELA de la région de Blain, adjoint de Blain, à venir nous présenter, nous faire une petite introduction de ce webinaire, en sachant qu'on excuse donc Raymond Charbonnier, président du CIDELA, maire de Paimboeuf, qui ne pouvait pas se prendre la main. Je laisse maintenant la parole à Philippe Caillon. Bonjour à ce 3e webinaire du CIDELA, un syndicat de collectivités, un regroupement de communes, un outil de mutualisation des communes par les communes pour les communes. Acteur public référent de l'énergie au service des collectivités. Vous étiez plus de 45 à nous suivre à la 2e session avec des retours positifs. Vous êtes aujourd'hui 122 inscrits. Cela montre l'intérêt et la pertinence des sujets. Néanmoins, n'hésitez pas à contribuer pour améliorer par vos retours, vos autres idées. Pour faire de l'outil CIDELA votre outil et pour répondre à vos besoins. Pour une bonne coopération CIDELA-collectivité, les contributions doivent être dans les 2 sens. Pas prestataire de services, mais outils de collectivité sur les sujets d'énergie. N'hésitez pas à vous appuyer sur vos références CIDELA dans les communes et EPCI ou directement auprès des membres du bureau du CIDELA. Pour ce 3e webinaire, projet éolien et projet ENR citoyen, merci d'être là. Il sera suivi sur le sujet de production d'énergie renouvelable de plusieurs autres webinaires sur l'énergie solaire, la chaleur renouvelable, les gaz renouvelables. Le sujet spécifique de l'éolien aujourd'hui est porté uniquement par la SEM CIDELA Énergie 44. Qu'est-ce que la SEM CIDELA Énergie 44? Une société d'économie mixte dont le CIDELA est actionnaire à 72,5%, coactionnaire avec le département, la CIDELA et 3 banques. La SEM est, comme le CIDELA, un outil de mutualisation territoriale pour compléter les moyens d'action du CIDELA, en particulier pour porter des investissements conséquents et assurer la construction et la prise de participation dans des sociétés de projet et d'autres acteurs publics et ou privés. Comme le CIDELA, la SEM porte un accompagnement non partisan, ni pour ni contre, mais au service d'eux, pour vous donner les clés des projets ENR de votre territoire. Un projet de collectivité, un projet avec des citoyens ou un projet avec des acteurs privés, ou tout à la fois. Par exemple, le projet de Blain. La SEM vous accompagnera pour vous permettre de faire vos choix et pour les mettre en œuvre. L'éolien est vraiment un sujet spécifique qui nous concerne presque tous, à l'échelle de nos communes ou de nos EPCI. Ce sont des projets complexes, souvent des projets d'envergure, presque systématiquement avec un impact d'aménagement territorial. Ce sont aussi des projets souvent critiqués par nos concitoyens. Pour toutes ces raisons, nous retenons de nos expériences que c'est un sujet qui mérite d'être pris en main localement, plutôt que de subir le timing de d'autres acteurs. La présentation d'aujourd'hui se déroulera en 3 points. En premier, la place de l'éolien dans la stratégie énergétique de l'État et de la région, et du coup, quel potentiel pour notre territoire. En 2, on fera ensuite un focus sur quelques inconvénients et avantages liés au programme, préoccupations qui entourent souvent ce type de projet. Et en dernier lieu, on vous présentera dans les détails les différentes phases d'un projet éolien, les différents rôles que peut avoir la collectivité
et comment une dynamique citoyenne peut s'associer à cette démarche. Je laisse la place aux techniciens. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc effectivement, vous voyez que le programme il est riche. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Je vais maintenant vous rappeler juste qu'on est effectivement sur un cycle de 8 webinaires hein, et que il s'agit du 3e sur l'éolien. Le prochain sera le 5 février sur l'éclairage public, l'infrastructure de communication électronique. Sans plus attendre, donc je vous présente l'intervenant principal de cette matinée, François Oran, qui est responsable développement et exploitation à la SEM Sidela Énergie 44, et moi-même qui serai en animation de ce webinaire. Voilà, le programme est riche. Maintenant, je laisse la place à François Oran qui va vous développer les différentes parties. On se retrouve après pour des sondages et puis des questions. À tout à l'heure. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, sans plus tarder, on va amorcer la première partie de notre webinaire autour qui va aller de la trajectoire de la planification énergétique à l'échelle nationale puis régionale et voir comment elle se traduit sur nos territoires plus concrètement à l'échelle des sites éoliens. Alors, peut-être en guise de préambule, bien cadrer l'objet de notre webinaire de ce matin, on ne parle que d'éoliennes terrestres, c'est-à-dire que tout ce qui est éolienne en mer, éolienne maritime, ne vont pas intégrer cet ordre du jour, tout simplement parce que c'est à la fois un corpus réglementaire bien spécifique autour de l'éolien en mer, c'est des politiques d'accompagnement et des politiques publiques aussi spécifiques. Les fonds sous-marins appartiennent à l'État, c'est l'État qui porte des appels d'offres en repérant les zones et en identifiant les futurs exploitants. On est aussi sûrement sur des tailles beaucoup plus importantes et des puissances beaucoup plus importantes. L'éolien terrestre dont on parle ce matin, c'est aussi pas l'éolien, des petites machines qui font moins de 12 mètres, qu'on voit des fois accolées aux maisons d'habitation ou aux bâtiments industriels. Là, on va parler plutôt d'éolien de type industriel terrestre, donc des machines qui, jusqu'à présent, allaient jusqu'à 150 mètres bout de pale, mais on entend de plus en plus parler de machines un petit peu plus grandes qui peuvent monter jusqu'à 200 voire 220 mètres bout de pale. Ce sont des puissances qui vont aux alentours de 3 MW. 3 MW, ça veut dire à peu près 7 GWh par an de production d'électricité. Et parce que ces chiffres-là, des fois, ne parlent pas beaucoup, ça correspond à la consommation en électricité de 3000 foyers, soit à peu près 7500 personnes. Une machine de ce type coûte 3,5 millions d'euros. Voilà, vous avez à peu près les grands chiffres. Alors c'est vrai qu'une éolienne se balade rarement seule dans la nature, elle est souvent accompagnée d'autres consoeurs. On parle à ce moment-là de parcs éoliens ou de fermes éoliennes. C'est le schéma un petit peu sur la droite qui vous montre que chaque machine est raccordée par un câble électrique souterrain. Ces câbles électriques convergent tous vers le poste de livraison qui est la porte d'entrée sur le parc. Il assure à la fois l'émission de disjoncteurs et de compteurs électriques. Et puis à partir de ce poste de livraison, eh bien, il y a un autre câble enterré qui va jusqu'au poste source de RTE et qui permet en fin de compte d'acheminer l'électricité vers tous les consommateurs, que ce soit industrie, agriculteurs ou citoyens habitants dans le pointeur. Alors, on va du coup présenter la production d'électricité renouvelable avec un petit focus sur en quoi finalement cette production couvre notre besoin énergétique en électricité. L'éolien fait partie de la famille de l'électricité renouvelable qui regroupe plusieurs filières. La première filière, c'est la filière hydraulique. On voit sur l'histogramme en haut à gauche la répartition par trimestre de différentes filières de production d'électricité renouvelable et la couverture qu'elles permettent par rapport à nos besoins en électricité. C'est l'hydraulique qui représente à peu près 50% de notre source d'énergie renouvelable, qui est la première source d'électricité renouvelable. La deuxième source, eh bien, c'est l'éolien, qui représente entre 30 et 40% en fonction des trimestres, suivi du solaire et des bioénergies ou de la biomasse en cogénération. Donc, cette dernière est assez stable et assez marginale. Et on voit qu'entre le solaire et l'éolien, finalement, en fonction des trimestres, le solaire contribue plus au printemps et à l'été, alors que l'éolien il contribue plus à l'automne et à l'hiver. De manière générale, sur l'année glissante, alors des derniers chiffres que RTE nous ont communiqués, entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020, l'électricité renouvelable a couvert 27% de notre consommation d'électricité à l'échelle nationale.
Hein. Cette couverture nationale, on peut la décliner maintenant par région. Donc c'est la carte verte au centre, où on voit que les régions de l'ouest de la France sont plutôt moins pourvues en termes de couverture d'électricité renouvelable, tout simplement parce que, eh bien, on n'a pas d'hydraulique dans nos régions. À l'inverse, on voit par exemple que la région Val-de-Loire a un bon pourcentage d'électricité renouvelable. Et si on compare par rapport à la carte en bleu, eh bien, on se rend compte que sur cette carte, c'est la couverture de notre consommation par la production éolienne, que cette région a un gros parc éolien. On commence notamment à rentrer sur les plaines céréalières, et là, il y a beaucoup d'espace pour implanter des éoliennes. Donc, autant au niveau électricité renouvelable, la région Pays de Loire était plutôt 2 fois moins contributrice, on va dire, que la moyenne française, autant sur l'éolien, on voit qu'on couvre à peu près la moyenne française avec 9% d'électricité. Ça, c'est important à avoir en tête, c'est que notre région est bien spécifique sur la production d'électricité. On n'a ni centrale hydraulique, ni centrale nucléaire. Et donc, on est obligé d'importer 74% de notre électricité consommée pour pouvoir répondre à nos besoins. Et donc, la part de l'éolien dans ce reste à charge, elle représente quasiment 40%. Donc, on a fait un petit état des lieux sur la filière. Maintenant, on va essayer de se projeter vers l'avenir. Et le grand ordonnateur, on va dire, de la stratégie d'approvisionnement énergétique dans notre pays, c'est l'État, qui fixe les grandes orientations. Pour fixer ces grandes orientations, l'État s'appuie sur 2 documents stratégiques que sont la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas carbone. Donc, cette SNBC, en fait, a comme objectif de embarquer notre pays, notre économie, dans une économie bas carbone à l'horizon 2050. Elle traite l'ensemble du champ de nos activités économiques, dont celle de la production d'énergie. Et voilà ce que dit cette stratégie, c'est qu'à l'horizon 2050, eh bien, plus de la moitié de notre énergie sera issue de l'électricité. En d'autres termes, l'État considère que l'électricité, à terme, deviendra notre premier vecteur énergétique, loin devant le charbon qui aura disparu, loin devant le pétrole qui sera résiduel et qui aura quasiment disparu, loin aussi devant le gaz qui se sera un petit peu stagné, voire un peu réduit, mais qui surtout aura développé du gaz renouvelable pour qu'il se verdisse de plus en plus. D'autres vecteurs énergétiques comme les réseaux de chaleur renouvelables ou demain l'hydrogène vont venir compléter, mais c'est bien l'électricité qui va assurer notre indépendance stratégique nationale. Alors, pour aller plus précisément, comment faire pour arriver à atteindre cet objectif, finalement, l'État a développé un autre outil de planification qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, où là, on est plus sur une vision à court terme, 2023-2028, faire en sorte qu'on mette en place les politiques publiques qui permettent de suivre cette trajectoire de la SNBC. Tous les 5 ans, cette PPE est réévaluée pour être sûr qu'on correspond bien à la trajectoire de la neutralité carbone en 2050. Ça veut dire quoi? Pour l'électricité, sur l'ensemble du mix électrique, finalement, l'État considère qu'en moins de 10 ans, il va falloir qu'il y ait 50% d'électricité renouvelable et 50% de nucléaire. 52% à l'horizon 2028. Donc une forme de parité entre l'apport qui vient des 4 filières d'énergie renouvelable et celle du nucléaire. Si on zoome maintenant sur la partie électricité d'origine éolienne dans le mix électrique, on voit qu'en 2028, c'est presque 20% de notre mix électrique qui devra venir de l'éolien. Évidemment, à partir du moment où les ENR vont représenter 50% de notre approvisionnement électrique, c'est quasiment un tiers de nos électrons verts qui devront venir de l'éolien. Ça se traduit comment? Ça se traduit finalement par un doublement de la production éolienne en moins de 10 ans. Alors, ce ne sera pas un doublement du nombre de machines, mais à peu près 1,5 à 1,6 fois le nombre d'éoliennes aujourd'hui présentes. À titre de comparaison, donc c'est quand même une progression assez forte qui est attendue par l'État, mais à titre de comparaison, pour le photovoltaïque, c'est un x4 en moins de 10 ans qui est attendu. De fait, le nucléaire et l'hydraulique, où c'est un petit peu plus long et complexe de remettre de nouveaux sites en production, sont stables sur à peu près 10 ans. Alors, toujours dans la PPE, l'État a apporté une série d'argumentations ou de justifications sur sa stratégie en 4 points.
Le premier point, c'est, étant donné que l'électricité va prendre une part de plus en plus croissante dans notre mix énergétique, il va falloir qu'on diversifie nos sources d'approvisionnement pour que notre système électrique soit plus résilient. Quand l'État a lancé le programme nucléaire dans les années 70, l'électricité, au départ, ne représentait que 8 à 10% de notre mix énergétique, pour monter jusqu'à 20-25% au milieu des années 80. La perspective d'être à plus de 50% d'électricité fait que maintenant, on ne peut plus mettre tous nos œufs dans le même panier et qu'il faut diversifier nos sources d'approvisionnement. Pour ça, ça veut dire une diminution peut-être progressive du parc éolien et non pas massive ou une rupture nette, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les renouvelables ne sont pas encore au rendez-vous et ça risquerait de créer des tensions sur l'approvisionnement énergétique du pays. D'autre part, ça permet aussi, dans la perspective d'un nouveau programme nucléaire, d'étaler les investissements qui seront importants pour l'État. Face à cette diminution progressive, l'État prévoit aussi une augmentation progressive des ENR pour notamment bénéficier de l'amélioration de leur compétitivité. Et de la même manière, si on voulait faire une croissance trop forte des ENR sur du court terme, eh bien, on aurait besoin de développer des technologies de stockage massif d'électricité qui sont aujourd'hui peu compétitifs. À l'horizon peut-être 2035, les choses auront peut-être évolué. Enfin, le quatrième point, c'est que l'État ne se positionne pas en tant que faiseur, il va déléguer finalement le développement de ces ENR à des acteurs décentralisés sur le territoire, que sont d'un côté les opérateurs privés, mais surtout les territoires, et ça nous concerne au premier chef. Ce mode de développement, du point de vue de l'État, c'est un temps qui est un petit peu plus long. C'est aussi des modes de production qui sont de plus petite puissance et qui sont diffus sur le territoire. Donc, il faut prendre le temps aussi de développer ces énergies de manière décentralisée. Ça permet aussi de travailler sur l'acceptation locale et aussi de donner une visibilité aux acteurs qui sont concernés par ce développement. En guise de conclusion, on peut dire que derrière cette stratégie se dessine pour les territoires producteurs un rôle clé dans la politique nationale qui est liée à l'indépendance énergétique. Les territoires, d'un côté, qui vont accueillir les actifs de production, mais les territoires aussi qui vont devenir détenteurs de ces actifs, vont vraiment devenir des acteurs stratégiques qui seront particulièrement choyés par l'État dans les années à venir. Pour accompagner cette vision politique, eh bien, l'État a mis en place une politique de soutien depuis à peu près 2001, où l'État a défini, en fin de compte, une manière de subventionner les énergies renouvelables à travers ce qu'on appelle un guichet ouvert. Donc, le guichet ouvert, c'est un soutien financier de l'État qui est automatique au premier mégawatt injecté sur le réseau, mégawatt éolien ou mégawatt solaire. Il suffit d'avoir l'autorisation de construire pour bénéficier de cette obligation d'achat et de ce guichet ouvert. À partir de 2018, et sous l'impulsion de l'Europe, l'État a changé sa position et a souhaité arrêter le guichet ouvert pour se réorienter plutôt vers ce qu'on appelle des appels d'offres, où là, le soutien financier de l'État est conditionné au prix du mégawattheure qui est proposé par les candidats. L'État retenant le prix au mégawattheure le moins élevé pour éviter de gréver davantage les finances publiques. Alors en termes de prix, on est passé finalement d'un tarif d'achat en guichet ouvert à 82 € le mégawattheure à 62 € le mégawattheure avec les appels d'offres. C'est-à-dire que pour les finances publiques, le système de subvention du guichet ouvert était assez conséquent. Alors, il était en plus surtout porté par les consommateurs d'électricité à travers la CSPE. En 2015-2016, à la fin de ce mécanisme, la CSPE, la contribution de l'éolien à la CSPE représentait à peu près 60 à 70 € par ménage et par an. Le passage par les appels d'offres fait que finalement, cette subvention de fonctionnement est moins élevée. Par contre, il y a une perte de quasiment 24% du chiffre d'affaires lié à la production des parcs éoliens, et ça s'est traduit par une augmentation forte, une recherche d'augmentation forte de la productivité des nouveaux parcs. Ça se traduit sur nos territoires par une augmentation des dimensions des éoliennes, car on voit qu'entre 2010 et 2020, on a quasiment doublé la puissance et multiplié par 1,7, 1,8 la taille des machines. C'est pour ça qu'on arrive à des machines. On entend parler de machines de plus en plus grandes, ce qui peut poser question, mais la raison est expliquée par ce changement de mécanisme. Alors, la fin du guichet ouvert et donc du tarif d'achat garanti
l'État a quand même mis une petite modulation, vue de Paris, pour les petits parcs, c'est-à-dire les parcs de moins de 7 machines, avec des puissances par machine de maximum 3 MW, l'État laisse le guichet ouvert, mais en baissant un petit peu le tarif, passant de 82 à 72. Hein. Alors, je dis vue de l'État parce que c'est vrai qu'en Loire-Atlantique, le parc le plus important, c'est le parc qui est situé sur Pansé, et il y a 8 éoliennes. Pour nous, les gros parcs, c'est plutôt 7 à 8 machines. Bon, vue de l'État, quand on a des parcs éoliens de plusieurs dizaines de machines en Picardie ou dans la Beauce, évidemment, moins de 7 machines, c'est considéré comme des petits parcs. Pour les parcs qui sont plus conséquents, eh bien là, c'est le régime d'appel d'offres que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est qu'en 2021, alors je ne sais pas vous dire si ce sera au premier semestre ou au deuxième semestre, en tout cas c'est instruit en ce moment au niveau de l'Europe, il y a une évolution majeure qui va arriver, c'est que l'État propose d'intégrer un troisième critère pour les parcs en guichet ouvert. C'est qu'en plus d'être de petite dimension, l'État va imposer que 51% des parts sociales et des capitaux investis dans ces parcs éoliens soient détenus par des collectivités ou assimilés, notamment les SEM, ou alors par 50 personnes physiques qui habitent sur le département du parc implanté. Donc c'est vraiment une troisième condition qui va remettre les territoires au cœur de la gouvernance de ce type de projet. Tous les autres projets éoliens, quelle que soit leur puissance et leur nombre, s'ils n'ont pas ces 51% de parts et de capitaux, eh bien, ils seront soumis aux appels d'offres. Voilà pour ce bref panorama à l'échelle France. Maintenant, on va regarder au niveau des Pays de Loire si la région des Pays de Loire est en phase avec cette vision stratégique nationale. Pour cela, il existe un document de planification régionale qui s'appelle le SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui, dans son volet énergie, impose à la région de planifier le déploiement des différentes filières d'énergie renouvelable sur son territoire. Donc, je vous ai ressorti l'éolien terrestre pour vous montrer qu'en fin 2021, on devra être à peu près à 3000 gigawattheures produits par les éoliennes. La perspective fixée par la région des Pays de Loire, c'est de doubler cette production dans les 30 ans à venir. Alors, on voit la région est un poil moins ambitieuse que l'État, puisque l'État dit qu'il faut doubler quasiment en 10 ans. Là, on se donne le droit de le faire en 30 ans à l'échelle des Pays de Loire, tout simplement aussi parce qu'on n'est pas un territoire où on a des grands espaces, comme il peut y avoir encore une fois dans la région nord ou dans la région centre, et puis parce qu'il y a déjà un parc éolien assez conséquent sur nos régions. La région fixe par ailleurs un autre objectif, c'est que 50% de ces projets, à l'horizon 2050, soient des projets dits citoyens. Alors l'appellation projet citoyen, c'est des projets ça veut dire des projets pilotés par les collectivités et les habitants. C'est-à-dire que ça renvoie finalement à l'évolution fixée par le guichet ouvert en 2021 qui est prévu par l'État. Pour faire ce type de politique, eh bien, la région soutient aujourd'hui financièrement le réseau régional énergie citoyenne en Pays de Loire qui accompagne les collectivités et surtout les groupes citoyens dans ce type de montage de projet. Donc ça, c'est la vision régionale. Maintenant, on va voir comment ces parcs se répartissent géographiquement sur la région. Alors, deux éléments de comparaison. D'un côté, à gauche, la carte du gisement éolien, où on voit qu'on est quand même sur une région particulièrement bien vantée à l'échelle nationale. Et puis à droite, eh bien, la répartition des parcs éoliens aujourd'hui en fonctionnement à l'échelle de la région, où là on voit qu'il y a une forme de disparité, ou des différences plutôt, entre certains territoires. Là, ce qui saute aux yeux particulièrement, c'est que le sud Vendée et le nord-est de Loire-Atlantique est quand même particulièrement bien pourvu aujourd'hui en parcs éoliens, alors qu'à l'inverse, des secteurs comme la Sarthe ou le nord-est du Maine-et-Loire, il y a très peu de parcs en fonctionnement. Alors la question, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces disparités? Est-ce que c'est l'expression finalement de volonté politique locale, d'acceptation ou de refus de parcs éoliens, ou alors est-ce que c'est aussi des problèmes géographiques? Il n'y a pas de place pour mettre des éoliennes dans certains de ces secteurs. C'est l'objet de notre troisième point sur cette généralité sur l'éolien, c'est d'essayer de comprendre ce mécanisme. Donc,
comment traduire les objectifs nationaux et régionaux sur le terrain, à quoi on bute des fois sur certaines contraintes d'implantation locale. Donc on va d'abord regarder quelles sont les conditions nécessaires à l'implantation d'un parc éolien. On va essayer du coup de cartographier toutes ces contraintes d'implantation à l'échelle départementale ou régionale pour en faire ressortir les sites potentiels. Et de ces sites potentiels, on va voir que certains sont faciles à sortir, d'autres sont concernés par des sensibilités particulières qui apportera de la complexité. Et puis après, on verra que localement, quand on rentre sur un site éolien sur le territoire, d'autres types de contraintes vont apparaître et limiter le nombre de machines. Alors, les conditions nécessaires pour implanter ce type d'infrastructure, tout d'abord, il faut du vent. Hein, l'énergie cinétique se transforme en énergie mécanique, puis en énergie électrique. Il faut aussi du réseau. Cette condition, elle est plutôt bien réunie en Loire-Atlantique. On a à la fois du vent et un réseau d'électricité assez bien diffusé sur le territoire. La deuxième grande contrainte, finalement, c'est qu'il faut implanter des éoliennes dans ce qu'on appelle des sites favorables, à l'intérieur d'un site potentiel. Qu'est-ce que c'est qu'un site potentiel? On va le découvrir dans la slide suivante, mais déjà, vous dire que la distance de 500 mètres aux habitations est des contraintes les plus fortes pour l'implantation de machines dans nos régions bocagères où l'habitat est assez dispersé. Deuxième critère quand même, il faut que ce site favorable, à l'intérieur desquels on imagine mettre un parc éolien, soit compatible avec le règlement d'urbanisme de la commune ou de l'intercommunalité. Troisième critère important, c'est la question du foncier. C'est qu'aujourd'hui, l'éolien n'est pas considéré d'intérêt général. Il ne peut pas y avoir d'expropriation des propriétaires sur leurs parcelles pour implanter des machines. Ça se fait forcément avec l'accord des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles quand ce ne sont pas les mêmes personnes. Ça, c'est un point important. Et puis, eh bien, comme je disais tout à l'heure, on implante rarement une seule éolienne, on en implante un paquet, une grappe, et forcément, il y a des distances interéoliennes à respecter pour que chaque machine puisse bénéficier de la meilleure qualité des vents possible. Donc, c'est le petit croquis sur le côté. Quand on est parallèle par rapport au vent dominant, il faut s'écarter de 5 fois la taille du diamètre entre chaque machine. Quand on est perpendiculaire par rapport au vent dominant, on peut les rapprocher un petit peu à hauteur de 3 fois la taille du rotor. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un site potentiel? Quelles sont les contraintes qui vont interdire l'implantation d'éoliennes et comment elles se répartissent sur le territoire? Là, j'ai zoomé à l'échelle du département. La première famille de contraintes, la contrainte d'occupation du sol, élimine quasiment 90% du territoire en termes de zone d'implantation. Et dans ces contraintes d'occupation du sol, finalement, c'est les 500 mètres autour des habitations et des zones destinées à l'habitat qui éliminent le plus de secteurs. Après, vous avez des périmètres aussi à respecter autour de tous les types de réseaux, les réseaux viaires, les réseaux électriques, les réseaux gaziers, les oléoducs, etc., etc. Deuxième famille de contraintes d'importance, c'est les contraintes environnementales. Les réserves naturelles, les arrêtés de protection de l'OTAP ou les sites inscrits et classés. Qui, là, ce sont des réglementations spécifiques qui interdisent d'emblée l'emprise d'un parc éolien dans ces secteurs-là. Les contraintes patrimoniales. De la même manière, ce sont les 500 mètres autour des monuments historiques, ce sont les secteurs sauvegardés ou maintenant les AVAP qui, pareil, l'architecte des bâtiments de France systématiquement refusera l'implantation d'un parc éolien dans ces secteurs. Et enfin, une quatrième famille un peu moins connue, ce qu'on appelle les contraintes sécuritaires, qui, elles, concernent particulièrement l'aviation civile et l'aviation militaire, ainsi que les radars. Les radars de l'aviation civile, les radars militaires et les radars de Météo France, qui interdisent, au bas mot, dans un périmètre de 5 km autour de ces infrastructures, au minimum, l'implantation de parcs éoliens. Si on travaille maintenant en négatif, c'est-à-dire que toutes les petites taches blanches, on les fait ressortir, on obtient cette carte-ci, où les secteurs en jaune, donc c'est plein de petits confettis, si vous voulez, à cette échelle, sont des zones d'intérêt potentiel, donc des sites favorables potentiellement à l'implantation d'éoliennes. Je vous ai mis les parcs éoliens qui sont aujourd'hui en fonctionnement, donc ils sont tous intégrés dans ce type de petits confettis jaunes. Aujourd'hui, il y a 240 sites de plus de 3 machines qui sont possibles en Loire-Atlantique, et il y a 40 sites qui sont déjà équipés. Donc, là, ce sont les sites potentiels.
Maintenant, chaque site potentiel n'a pas la même chance de pouvoir accueillir un parc éolien. Il y a une nouvelle couche d'informations qu'on appelle les sensibilités, qui, si sur le papier, prises indépendamment les unes des autres, n'interdisent pas formellement l'implantation d'éoliennes, quand elles se cumulent les unes aux autres, elles rendent très compliqué, voire impossible, l'implantation de ce type d'infrastructure. Donc, ce sont principalement toutes les contraintes environnementales, de type SNIEF, zone Natura 2000 notamment, qui peuvent contraindre très fortement l'implantation de parcs éoliens. Et il y a aussi toutes les sensibilités liées aux contraintes sécuritaires. Je vous disais tout à l'heure qu'autour des radars de Météo France, de la DGA, de l'aviation civile, pardon, des militaires, il y a un périmètre de 5 km qui est interdit formellement. Mais dans un périmètre de 20 à 30 km autour de ces radars, c'est quasiment impossible. Les critères techniques sont demandés par les radaristes sont tels qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible d'implanter ce type d'éoliennes dans les secteurs matérialisés ici en rouge. Ce qui peut du coup expliquer pourquoi sur les secteurs de la Compa, du Castelbriantais et du Pays de Ré, il y a un peu plus de parcs éoliens qu'ailleurs, c'est vraiment la présence de ce type de radar. Alors, aujourd'hui, je profite un peu de cette carte pour vous illustrer un petit peu les projets que la SEM Sidela Énergie 44 accompagne. On a accompagné à la demande de la commune de Pousset l'investissement dans un parc éolien sur des petites machines. Donc là, vous voyez, on est dans un secteur rose. C'est des petites machines qui sont limitées à 90 mètres bout de pale. Je vous parlais tout à l'heure d'éoliennes de 150 à 200 mètres. Donc là, on est sur des petites machines de 90 mètres bout de pale, soutenues très fortement par la collectivité, mais sur lesquelles aucun opérateur privé n'avait une rentabilité suffisante pour y aller. Et donc, c'est la SEM qui a été désignée par la commune pour faire ce type de projet. Sur les trois autres projets, Blain, Plessé ou Rouen, les éoliennes n'existent pas aujourd'hui. On accompagne finalement soit des projets portés par la commune en direct, soit portés par des citoyens soutenus par la commune, soit par la commune et des citoyens associés sur un même projet. De la même manière, on accompagne aujourd'hui deux autres collectivités dans l'état embryonnaire de leur réflexion, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'ils veulent ou pas des éoliennes sur leur territoire. Par contre, ils sont extrêmement sollicités par des opérateurs privés et ils veulent pouvoir avoir une vision et imposer un petit peu la marche à suivre auprès de ces acteurs. Donc, on quitte l'échelle départementale et là, maintenant, on va rentrer à l'échelle d'un site éolien. Donc, c'est le périmètre en rouge, là, qu'on voit sur la carte. C'est quand on superpose toutes les contraintes identifiées en amont, voilà, on a un espace dans lequel on peut imaginer mettre des éoliennes. Sauf que quand on en est à ce stade-là, pour pouvoir proposer un projet qui soit acceptable, il va falloir faire une étude d'impact environnemental qui a plusieurs volets d'expertise spécifiques, dont le premier qui est l'expertise naturaliste, qui, elle, pendant 1 an, va étudier toute la faune et la flore présents à l'intérieur du site éolien. Et à partir de cette expertise, des secteurs vont être identifiés comme étant incompatibles avec la présence d'éoliennes. De la même manière, il y a une expertise paysagère qui va devoir faire en sorte que le parc éolien facilite, on va dire, la lecture paysagère de son infrastructure. Et puis, une autre expertise de type acoustique qui va aussi restreindre la possibilité d'implanter des éoliennes. Donc, mis bout à bout, l'ensemble de l'état initial de l'étude d'impact va finalement identifier une superposition de contraintes locales qui ne sont pas identifiables à l'échelle départementale, qu'on ne peut identifier que quand on fait ces études. Et à l'issue de ce travail-là, finalement, c'est dans ces petites poches blanches que l'opérateur aura le droit d'implanter une machine. C'est-à-dire que sur un très grand site éolien initial, finalement, ce sont que à l'intérieur de toutes petites poches que la faisabilité d'un projet est réellement pertinente. Conclusion, parce que je vois qu'il est 12h30. Le développement de l'éolien, vous l'avez compris, c'est un pilier important de la réussite de la transition énergétique en France, du point de vue de l'État, pour la mise en œuvre des accords de Paris, pour la PPE, telle qu'elle est programmée, et dans sa complémentarité avec les autres sources d'énergie, l'État compte fortement sur l'éolien. D'un point de vue territorial, il existe aujourd'hui des outils, des cadres de collaboration qui permettent d'inclure de plus en plus les collectivités dans ce type de projet.
les dispositifs nationaux, l'intérêt de la collectivité, mais aussi indirectement vos plans climat qui sont assez ambitieux pour certaines communes, territoires présents, sont assez ambitieux sur cette filière. Et donc, au final, le SIDELA et SACEM, en fonction des étapes du projet, sont ici, partagent en fin de compte le souci que vous pouvez rencontrer sur votre territoire et peuvent apporter un accompagnement pour construire votre stratégie territoriale. Et si le cas échéant, vous voulez faire des projets éoliens, vous accompagner dans la mise en œuvre de ces projets. Voilà, donc comme je le mettais dans le chat, vous pouvez retrouver nos contacts. Donc François Oran, bien sûr, qui a présenté ce webinaire. Gauthier Moreau également, qui a pas mal contribué sur le chat à répondre à vos questions. Sur les prochains webinaires ou toute autre demande, c'est Florence Mercier qui sera votre contact. N'hésitez pas à vous inscrire pour les prochains. J'annonce donc le tout prochain, c'est le 5 février, ce sera sur l'éclairage public et les infrastructures de communication électronique. Le 19 février sur l'énergie consommée dans les bâtiments communaux. Le 5 mars sur l'énergie solaire photovoltaïque cette fois. Le 19 mars sera consacré aux mobilités durables et le 26 mars, on terminera par la méthanisation et les réseaux de gaz et la chaleur renouvelable. Donc, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à ces différents webinaires. N'oubliez pas de participer au sondage de satisfaction. Vos appréciations sont précieuses et permettront d'ajuster la forme et le fond peut-être de ces prochains webinaires. Vous pouvez nous retrouver en ligne sur le site internet SIDELA, LinkedIn et la chaîne YouTube SIDELA. Bonne journée à vous. Merci de votre participation. À bientôt.